Le féminisme de Simone de Beauvoir tel qu'il apparaît dans ses mémoires. Le combat de Simone de Beauvoir pour la libération des femmes. L'influence de Sartre sur le féminisme de Simone de Beauvoir est fondamentale, ce qui ne doit en rien diminuer son engagement et son authenticité. Dès le début de leur relation, il la met en garde. Je cite, « de ne pas devenir une femme d'intérieur ». Fin de citation. Et elle reconnaît n'avoir eu dans sa jeunesse aucune théorie touchant les droits et les devoirs de la femme. Elle se pense d'abord comme une entité et non pas comme une femme. La vie, ses rencontres, ses écrits vont radicalement changer sa perception de la condition féminine. Elle prend conscience de son corps et affirme connaître le besoin sexuel, mal secret, dit-elle, qui se révèle brusquement à elle lorsqu'elle est séparée de Sartre. Je cite, « Je découvrais avec ma chair que l'humanité ne repose pas dans la calme lumière du bien. Elle connaît les tourments muets, inutiles, incléments, des bêtes sans défense. C'est dans la force de l'âge. » Son témoignage concernant la sexualité féminine se fait revendication égalitaire lorsqu'elle associe le souvenir de ses propres errances. Je cite, « Mes langueurs solitaires sollicitaient n'importe qui. La nuit, dans le train Tours-Paris, une main anonyme pouvait éveiller au long de ma jambe un trouble qui me bouleversait de dépit. » Donc elle associe le souvenir de ses propres errances à celui d'un vagabond qu'elle voit, je cite, couché dans les buissons, les yeux fixés sur elle et qui se contentait. C'est dans la force de l'âge. Elle conteste ainsi les préjugés concernant la vie sexuelle des hommes et des femmes. Il ne doit pas y avoir, dit-elle, deux poids et deux mesures. Par conséquent, les femmes comme les hommes doivent pouvoir disposer librement de leur corps. Pour preuve, elle confesse ne pas se sentir attirée par la maternité et considère même qu'elle est un obstacle dans la libre relation entre un homme et une femme. C'est dans les mémoires d'une jeune fille rangée qu'elle écrit « Je n'ai aucune prévention contre la maternité. En demeurant sans enfant, j'accomplissais ma condition naturelle. » Fin de citation. Sa justification est double. Affectivement, elle n'a pas ce fantasme, dit-elle, d'enfant, et sa vocation d'écrivain, d'intellectuel, est exclusive. Avoir des enfants, écrire des livres, sont deux destins sans commune mesure. Et pour conclure, elle argumente que personne ne songerait à reprocher à une carmélite de ne pas enfanter. Sa vocation littéraire est aussi exigeante que la vocation religieuse. C'est dans la force de l'âge. Ces positions tranchées déclencheront l'ire de la bourgeoisie rouennaise en 1937, lorsqu'elle conteste dans ses cours la politique pétainiste nataliste et affirme que la femme n'était pas exclusivement destinée à mettre au monde des enfants. Ce sont ses mots. Elle fait état de malveillance émanant tant de parents d'élèves que de ses collègues masculins, mais elle leur rétorque que cette conception de la femme reléguée au foyer est celle des doctrines hitlériennes. C'est toujours dans la force de l'âge. Souvent prise à partie pour ce refus des conventions, elle s'en explique lorsqu'elle fait état de l'époque où, séparée géographiquement de Sartre, elle refuse le mariage qu'il lui propose par commodité. Ils auront plus de chance, dit-il, d'obtenir des postes proches l'un de l'autre s'ils sont unis civilement. Concernant le vote des femmes, elle est tout d'abord bien en retrait de femmes militantes de sa jeunesse, comme Louise Weiss ou Maria Véron. Et apolitique, elle se soucie peu des revendications liées aux droits des femmes. Mais elle reconnaît plus tard qu'elles avaient raison, dit-elle, de le réclamer. C'est peu à peu qu'elle se rend compte qu'il existe une condition féminine, ce sont ses mots, au contact de femmes qui lui font part de leurs difficultés, des fausses facilités, des embûches, des obstacles qu'elle rencontre et qui éveillent ainsi son attention. Lorsqu'elle rend compte de ses voyages, elle commente le statut inégalitaire des femmes, comme en Tunisie où les hommes sont omniprésents sur la place du marché, je cite, bavards et joyeux, tandis que les femmes, l'air morne, sont disséminées au fond des puits. J'ai plein mon sexe, confesse-t-elle. C'est dans la force des choses. La genèse du livre Le deuxième sexe. En 1946,
Alors qu'elle cherche fébrilement un sujet, que l'envie d'écrire la démange, elle se rend compte qu'elle a envie d'écrire sur elle-même, un peu comme l'Iris dans l'âge d'homme. Elle s'interroge. Qu'est-ce que ça avait signifié pour moi d'être une femme ? Elle confie alors à Sartre que cela n'avait rien changé pour elle, ce qu'il conteste. Il dit « Tout de même, vous n'avez pas été élevée de la même manière qu'un garçon. Il faudrait y regarder de plus près. » C'est ensuite une révélation. Elle emploie ce mot. Elle prend conscience de son éducation et de ses conséquences et elle commence par faire des recherches sur les mythes de la féminité. Elle comprend que les mythes féminins qui résultent, je cite, des religions, des superstitions, des idéologies, des littératures, sont élaborés par l'homme qui se posait comme le sujet et considérait la femme comme un objet, comme l'autre, avec un A majuscule. Puis elle envisage la condition féminine sous l'angle historique. Sartre lui suggère de s'intéresser aussi à la dimension physiologique de cette situation. Dès le mois de mai 1948, la revue Les Temps modernes publie l'essai intitulé La femme et les mythes. Puis à l'automne, l'essai devient un livre qui doit son titre à Bost, ami de Simone de Beauvoir et collaborateur de la revue existentialiste. Ce sera Le deuxième sexe. L'apport spécifique de la recherche de Simone de Beauvoir tient à la liaison qu'elle établit entre le statut de la femme, son évolution et la notion d'héritage. L'histoire de la femme, dit-elle, est le contre-coup de l'évolution économique du monde masculin. Elle démontre que l'image de la femme est construite, elle est culturelle et non pas naturelle. Une femme ne se définit selon elle ni par nature ni par essence. Le célèbre adage « on ne naît pas femme, on le devient » signifie que la condition de la femme est construite, qu'elle résulte de la civilisation à partir de certaines données physiologiques. Son féminisme ne se construit ni contre les hommes, ni dans la négation des sexes. Ai-je jamais écrit que les femmes étaient des hommes ? Ai-je prétendu que je n'étais pas une femme ? Mon effort a été au contraire de définir dans sa particularité la condition féminine qui est mienne. Ce qu'elle cherche avant tout, c'est de définir avec précision ce qui est à l'origine d'une image de la femme qui la rend dépendante des hommes et qui la place sous sa coupe. Ce qu'elle tente de conquérir, et elle y réussit, c'est la liberté pour les femmes comme pour les hommes. Elle montre l'interdépendance d'une relation faussée qui piège les femmes, mais qui aliène aussi les hommes d'une certaine manière. Ainsi en va-t-il de l'aspect financier de ces relations. La dépendance financière qui caractérise le statut de la femme à son époque est pour elle une véritable malédiction, c'est le mot qu'elle emploie. C'est pourquoi l'indépendance financière est la condition sine qua non de sa liberté. Elle écrit « L'indépendance commence au porte-monnaie ». Pourtant, elle reconnaît que Sartre et elle-même, dans la genèse de leur relation, ont mis leurs ressources en commun par commodité. Cela ne la rendait pas dépendante de lui, insiste-t-elle, dans la mesure où elle pouvait à tout moment reprendre son indépendance financière étant professeure. L'écriture lui garantissait l'autonomie morale, dit-elle. La loi sur l'avortement. C'est à la demande de quelques représentantes du mouvement de libération des femmes que Simone de Beauvoir accepte de signer le manifeste des 343. Les signataires déclarent s'être fait avorter en 1970. Elle revendique aussi sa participation au défilé féministe du 20 novembre 1971 à Paris, qui réclamait la liberté de la maternité, de la contraception et de l'avortement. En décembre 1970, elle se joint aux militantes du MLF qui occupent le collège du Plessis-Robinson, établissement où l'on recueille, entre guillemets, les jeunes filles enceintes de 12 à 18 ans que l'on a retirées des établissements publics où elles étudiaient, pour réclamer des améliorations dans le traitement de ces futures jeunes mères. Elle explique ensuite sa participation à ces différentes actions. Sur le plan théorique, elle dénonce, et je cite, « les idéologies masculines qui visent à justifier l'oppression de la femme » et elle réaffirme son adhésion au slogan du deuxième sexe « On ne naît pas femme, on le devient ». Elle en précise à nouveau le sens. La féminité est, et je cite, « une construction culturelle et non une donnée naturelle ». Elle ajoute que la virilité n'est pas non plus une donnée naturelle.
et qu'il faudrait compléter la première formule avec une deuxième. On ne naît pas mal, on le devient. À l'appui de ces affirmations, elle cite les travaux de Bettelheim, diverses expériences menées dans des universités, les travaux d'un neurologue américain, Benjamin Bloom, corroborés par les déclarations de savants européens, prouvant l'importance déterminante des premières années de la vie. La stimulation différente des enfants selon leur sexe explique les différences constatées ultérieurement dans leur développement. Les travaux de Rosenthal à l'université de Harvard sur les rats, puis sur les professeurs, ont prouvé qu'un chercheur ou un maître a tendance à trouver les résultats qu'il recherche. De même, les parents qui attendent autre chose de la fille que du garçon auront un comportement différent avec l'un ou l'autre sexe. Le psychanalyste américain Robert Staller, qui a étudié le transsexualisme masculin, remarque que les mères différencient leur façon de se comporter avec les filles et les garçons. C'est l'apprentissage et non la biologie qui détermine chez l'enfant la conscience de son identité. La pudeur, poursuit la philosophe, est enseignée et apprise aux filles. À l'appui de sa thèse, elle invoque Freud lui-même, qui dira, je cite, à la fin de sa vie, qu'il n'avait jamais rien compris aux femmes. Elle récuse les arguments de ceux qui, voulant démystifier le féminisme, n'ont fait que mystifier les femmes. La mauvaise conscience que la société donne aux femmes qui travaillent, en leur refusant les mêmes gratifications qu'aux hommes, s'appuie sur le machisme des Français qui vouent la femme, et je cite, à torcher les bébés, les malades, les vieillards. La condition de la femme n'a guère évolué, déplore Simone de Beauvoir. Citation, les corvées ménagères retombent exclusivement sur les femmes, leurs revendications en tant que travailleuses sont étouffées. L'histoire du féminisme américain appuie selon elle ses propres thèses. Le livre de Betty Friedan, The Feminine Mystic, décrit le malaise de la ménagère. La fondation de plusieurs mouvements féministes aux États-Unis aboutit à une revendication de décolonisation de la femme. Citation. Elles ne veulent plus être exploitées, ni comme ménagères non rétribuées, ni comme travailleuses discriminées par le salaire inégal face aux hommes. L'explosion du féminisme en Europe, Italie, France, résulte du constat, selon l'auteur, que ni le capitalisme ni le socialisme ne font avancer la cause des femmes. Elles se doivent de prendre leur destin en main. Comparant le statut des femmes à celui des esclaves antiques, Simone de Beauvoir émet l'hypothèse, et je cite, qu'un jour peut-être la postérité se demandera avec la même stupeur que celle des esclaves prenant conscience de leur statut d'esclaves, comment des démocraties bourgeoises ou populaires ont maintenu sans scrupule une radicale inégalité entre les deux sexes. Elle fait l'inventaire des transformations attendues à l'intérieur de la famille et notamment une répartition équitable de tâches entre les hommes et les femmes. Les agressions. À plusieurs reprises dans ses mémoires, elle fait état d'agressions dont elle ou d'autres femmes de ses connaissances ont été victimes. Des anecdotes à verser au compte du féminisme de Simone de Beauvoir. En 1931, lors de ses excursions en solitaire ou lorsqu'elle pratique l'autostop, elle est confrontée à des situations périlleuses dont elle se sort avec malice, dit-elle. J'eus quelques démêlés avec des camionneurs, avec un commis voyageur, 2 jeunes garçons. Elle pense alors pouvoir se sortir de toutes les situations, mais elle reconnaît ensuite s'être bercée d'illusions et en avoir tiré de l'audace pour vivre ses aventures. À Tunis, en 1944, alors qu'elle fait des conférences, elle se promène dans les dunes où elle échappe de peu à un viol. Elle relate aussi le viol d'une Anglaise à Djerba qui lui fait prendre conscience des risques que prend une femme à se promener seule. Tout compte fait. Les premières pages de ce volume sont l'occasion d'un récapitulatif synthétique et critique de sa vie, de ses relations familiales, de ses amitiés, de ses amours, de ses voyages, de son parcours professionnel, affectif, intellectuel et de ses engagements féministes. Sur ce point, elle examine notamment le déroulé de sa relation à Sartre et c'est alors qu'elle fait état de la liberté totale de son engagement. Je cite, « Je suis entrée dans son monde, non comme certains le prétendent parce que je suis une femme, mais parce que c'était le monde auquel depuis longtemps j'aspirais. » Fin de citation. Elle affirme à nouveau
ce qu'elle avait déjà établi dans son œuvre antérieure, à savoir qu'elle a refusé le mariage qu'il lui avait proposé à un certain moment, décision qu'elle qualifie alors de coup de barre salutaire, ce sont ses mots. Non pas qu'elle ait fui, bien au contraire, le lien qui la retenait à lui, mais cette décision devait préserver ce lien de liberté que le mariage de convenance aurait irrémédiablement détruit. Citation. Je savais que Sartre ne souhaitait pas le mariage, je ne pouvais pas le souhaiter seul. Jamais je n'aurais pu envisager de lui forcer la main dans des circonstances sérieuses. Elle se réjouit d'avoir su garder avec Sartre une relation qu'elle dit vivante, de ne pas s'être asservie à un foyer. Elle reconnaît avoir permis une prise de conscience des femmes, mais elle n'a jamais prétendu, dit-elle, changer la condition féminine. Elle a toujours veillé à ne pas s'enfermer dans ce qu'on appelle le féminisme. Les lettres qu'elle reçoit lui disent que son livre a aidé leurs auteurs. De nombreux témoignages la réconfortent. Elle conclut. On m'aurait surprise et même irritée à 30 ans si on m'avait dit que je m'occuperais des problèmes féminins et que mon public le plus sérieux, ce serait des femmes. Je ne le regrette pas.